bonjour. Bonjour déjà à tous ceux qui sont dans la salle et puis aussi bonjour à ceux qui nous suivent à distance. En particulier, je voudrais faire un petit coucou au lycée Marianne de Créteil, au lycée Paul Valenne à Rennes, à Reims, au lycée Rabelais à Versailles, au lycée Carnot à Paris, au CFA de Nantes et aux étudiants de l'INSEC. Alors je rappelle d'ailleurs que pour ceux qui sont à distance, il est possible d'intervenir et de poser ces questions en ligne. Alors, évidemment, la question des services publics, elle est au cœur de l'action publique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un service public? C'est la question que nous essayons de débattre avec vous aujourd'hui. On pourrait dire déjà que les services publics, c'est une activité d'intérêt général. Mais qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? J'ai envie de dire que peut-être l'intérêt général, on a tous des activités qui relèvent de l'intérêt général. Et donc avec une conception un peu comme ça, trop extensive, évidemment on ne trouve pas très bien ce que ça veut dire. Souvent on parle d'intérêt général de manière abstraite, sous-entendant que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et en fait, ce n'est pas si évident que ça. Peut-être, pour avancer un petit peu, avant de rentrer dans le débat, on pourrait dire que l'intérêt général, c'est une activité importante pour faire société. C'est peut-être ce que la société décide comme activité essentielle qui caractérise la citoyenneté. Donc, le périmètre et le contenu de l'intérêt général, finalement, dépend et découle de choix politiques historiques que font la société, ou peut-être la démocratie, ou peut-être aussi l'État. Mais c'est trois choses différentes, la société, la démocratie et l'État. Peut-être on y reviendra. Et au cœur de cette activité de service public, il y a un principe de légitimité important, c'est celui de l'accès égal, puisque cette activité est celle qui constitue la citoyenneté de chacun, eh bien elle doit être garantie par l'accès égal, par l'égalité d'accès à ce service public. Et donc, plus qu'un principe politique, j'ai envie de dire que ce qui va déterminer le service public, c'est un principe démocratique. Mais ces services publics, évidemment, ils doivent être produits, ils doivent être organisés, ils doivent être financés. Et peut-être ce que nous allons essayer de débattre, c'est comment, quelle articulation, quelle tension, et peut-être même des fois quelle opposition il y a entre les principes démocratiques de ces services publics et l'organisation et la production de ces services publics. Qui le fait? Au nom de quoi? Avec quels moyens? Voilà, donc la séance que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une séance qui a été co-organisée ensemble, tous les trois, donc avec Fabienne Orsi, qui est économiste, chercheuse à l'IRD et qui est coordonnatrice d'un programme qui s'appelle Encolline, dont elle va nous parler. Qu'est-ce que bien soigner? Et puis Arnaud Bontemps, qui est porte-parole du collectif Nos services publics. Donc je vais commencer à lancer la table ronde en posant d'abord une question à Fabienne. Qu'est-ce que c'est qu'un service public? Merci Mireille, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici pour justement débattre de qu'est-ce qu'un service public et est-ce qu'il est nécessaire de le réinventer. J'aimerais d'abord dire d'où je parle, parce que c'est important de dire d'où je parle. Certes, je suis économiste, mais je suis une économiste qui travaille à partir de la notion du concept de commun, ainsi que celui de bien commun, dans la filiation des travaux d'Elinor Ostrom, mais aussi d'autres courants théoriques et d'autres travaux, notamment, je pense, aux juristes italiens qui travaillent énormément sur cette question-là. Et pourquoi c'est important de le signaler? C'est important de le signaler parce qu'il s'agit de développer une approche théorique qui permette d'ouvrir des voies, de penser autrement notre manière d'habiter notre planète. Ce qui est important aussi de dire, je pense que je suis aussi cofondatrice de la revue En Commun, que j'ai cofondée avec Sébastien Broca, Benjamin Coria et Corinne Verger-Chaptal, justement pour lancer le débat autour de comment, à partir de cette notion de commun, penser la question de comment on peut mettre en place un modèle de développement différent de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce qui est important de dire aussi, c'est que cette question du service public, la notion de commun permet d'ouvrir une voie pour le repenser, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a organisé cette table ronde. Et le lien entre commun et service public, ou comment les communs peuvent penser le service public autrement, justement, nous sommes en train de le développer, une voie de réflexion, avec le collectif Nos services publics. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Arnaud participe à cette table ronde. Et puis, je suis investie effectivement dans ce dont Mireille parlait,
dans un collectif de travail avec des soignants, des chercheurs d'horizons divers, sur cette notion de qu'est-ce que bien soigner. Et vous allez voir qu'on va boucler probablement la boucle sur ce sujet-là. Alors Mireille, tu me disais, qu'est-ce qu'un service public? Alors c'est une notion qui a donné lieu à des différents débats, à différentes conception. Mais ce qui est certain, c'est que c'est à peu près ce que tu as dit. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour définir les services publics aujourd'hui de cette manière-là. On en fait une lecture souvent à travers le triptyque État, intérêt général et service public, avec l'idée que l'État, effectivement, est garant de l'intérêt général. Donc ça, c'est une notion importante. L'État garant de l'intérêt général. Il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur cette question et on peut se rendre compte qu'en réalité, ce n'a pas toujours été l'État qui a été garant de l'intérêt général, mais bien sûr, c'est difficile aujourd'hui de discuter de ce sujet dans les détails. Et on sait aussi que le fait que l'État soit garant de l'intérêt général est quelque chose qui est particulièrement en crise aujourd'hui. Et un service public est une activité d'intérêt général. Et cette activité relève, qui définit en fait si une activité ou non relève du service public, en fait, c'est la plupart du temps le législateur, ou en réalité souvent des décrets ou des ordonnances, etc., qui ne relèvent pas forcément du débat dans l'Assemblée. Et puis, effectivement, Mireille, tu faisais référence à certains principes auxquels les services publics sont supposés répondre, qui sont effectivement le principe d'égalité. C'est ce qu'on appelle les fameuses lois de Roland, qui datent de 1928, l'égalité d'accès, la continuité, l'adaptabilité. Et encore aujourd'hui, on voit bien que si on regarde en pratique, ces principes sont largement en crise actuellement. Et ce qui est important, c'est que cette activité de service public, eh bien, elle est sous contrôle de l'administration publique. Et c'est un point sur lequel je voudrais revenir, parce que ce qui est important à comprendre, c'est pour ça que je voudrais insister là-dessus, c'est que les fondements et l'histoire des services publics, tels qu'on les considère aujourd'hui, en fait, sont intrinsèquement liés à celle du droit administratif. Et en fait, si on s'intéresse à l'histoire du droit administratif, cela permet en fait d'avoir une lecture tout autre de la crise actuelle des services publics et ouvre aussi des perspectives entièrement nouvelles pour éventuellement les réinventer. Alors, juste des points historiques, hein, je vais aller très vite, mais bien évidemment parce qu'on n'a pas le temps, mais je voudrais quand même rappeler que le droit administratif... Je vais mettre mes lunettes. Le droit administratif s'élabore au cours du XIXe siècle et va façonner l'État moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. On pourrait remonter au moins au consulat de Bonaparte pour vraiment trouver les ferments de la constitution du droit administratif actuel. Mais ici, je vous renvoie à des travaux d'historiens, notamment à Yannick Bosc et Marc Bélissa. Mais je pense qu'ici, il faut s'arrêter sur le milieu et plutôt la fin du XIXe siècle avec l'avènement de la Troisième République. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est à ce moment-là que se développe le droit administratif. Mais en fait, ce droit administratif va se développer en contrepoids de la démocratie républicaine. C'est clairement contre le parlementarisme que se développe le droit administratif. Et ce point est important. Je ne sais pas si vous voyez à peu près d'où je vais. Je vais vous citer une citation d'un juriste qui a énormément travaillé là-dessus, c'est M. Norbert Foulquier. L'objectif, en construisant ce droit administratif, était de consacrer le pouvoir administratif contre le suffrage universel et contre les républicains défenseurs de la souveraineté parlementaire. La démocratie devenait secondaire par rapport à l'État, elle le mettait même en danger. En conséquence, le droit administratif se constitue contre la démocratie, et pour reprendre ici les termes de Thomas Peyroux, c'est la peur de la démocratie qui a permis la raison pour laquelle le droit administratif a été constitué. Ainsi, ce point est important pour comprendre la suite, les affaires de la cité, la res publica, l'affaire de tous, devient progressivement non plus l'affaire du peuple, mais l'affaire de l'État. Donc c'est à ce moment-là que de citoyen, on passe à la notion d'administré, c'est-à-dire que les affaires de la cité, la res publica, le public, est ici mis sous tutelle, il est évincé, il est mis à l'écart des affaires qui le concernent. Et cette notion de droit administratif est complètement liée à l'avènement des services publics, dont elles sont consécutives. Et ici, je vous renverrai aux travaux très récents de Thomas Peyroux sur la notion de service public et son histoire. Et en réalité, la notion de service public va servir au droit administratif de notion légitimante. Il va y avoir très peu de contre-pouvoirs, et dans le droit administratif, dans l'espace administratif qui se constitue à ce moment-là, et en matière de fait de service public. Donc après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, là je passe très vite bien sûr, c'est pour vraiment vous signifier que les services publics ne se sont jamais constitués sur des principes démocratiques. C'est ça qui est intéressant de mettre en avant.
L'après-Seconde Guerre mondiale, 1945, c'est une période où se déploient des services publics sur la base que certains ont appelée plus inclusive, sans pour autant remettre en cause les fondements en fait, des services publics tels qu'ils ont été développés au XIXe siècle. Alors je voudrais prendre quelques exemples, prendre l'exemple de la santé, avec quelques éléments factuels, pour que vous puissiez voir plus concrètement de ce que ça peut donner. Alors, la santé est certainement l'un des domaines où la question du service public est la plus complexe. Vous allez voir pourquoi. Alors, le seul moment véritablement démocratique, même s'il nécessite d'être atténué, bien sûr, c'est l'avènement de la sécurité sociale qui émane, comme vous le savez certainement tous, du Conseil national de la résistance. C'est la fameuse ordonnance de 1945. Et la grande innovation, c'est que ce sont les partenaires sociaux qui, juridiquement, sont en charge de sa gestion. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la démocratie sociale. Ce qui est important de souligner, c'est que les caisses qui ont présidé à la sécurité sociale ont été reconnues, la première, ça a été en 1938, comme une activité de service public, mais tout à fait nouvelle, dans le sens où c'est une reconnaissance d'une entité privée comme pouvant gérer une activité de service public, qui plus est sans contrat ou sans délégation de service public, donc c'est un point très important qui ensuite sera repris dans le cadre du régime général en 1945. Mais en matière d'assurance maladie, pour ce qui concerne la sécurité sociale, bien sûr, ça ne concerne pas que l'assurance maladie, il faut mettre l'accent sur un point, c'est que la sécurité sociale n'a jamais eu pour objectif d'organiser le système de santé, ni, dans un premier temps, de s'intéresser au montant des honoraires médicaux. Donc ce point est essentiel, puisqu'il faut remonter jusqu'à 1971 pour qu'advienne le premier conventionnement médical, avec l'établissement de ce qu'on a appelé un tarif conventionné dit de secteur 1, c'est-à-dire les modalités sur lesquelles la sécurité sociale rembourse. Donc vous voyez, 45-71, le pas qu'il a fallu faire. Et les médecins, il faut s'intéresser à la question des médecins qui sont un corps professionnel de tout temps très puissant en fait. Je verrai ici référence aux travaux de Didier Tabuteau, qui parle même de délégation tacite de la politique de santé aux médecins. Les médecins, bien sûr, en tant que corps professionnel, ont de tout temps été majoritairement défenseurs de la médecine libérale, dans une relation bilatérale avec le patient, c'est ce qu'on appelle le colloque singulier, avec comme pierre angulaire le paiement à l'acte. Ils ont toujours été, bien sûr collectivement j'entends, réticents à toute forme d'indigence, d'ingérence des pouvoirs publics. En même temps, qui s'intéresse au lien entre État et médecins comme corps professionnel, c'est une histoire vraiment très passionnante qui a toujours été l'affaire de tensions et de rapprochements relativement intéressants. Et en fait, la seule exception, c'est l'hôpital public. L'hôpital public qui, en 1958, voit un tournant majeur de son histoire avec la création des centres hospitalo-universitaires qui ont été créés par un fameux Robert Debré, où en fait on crée un hôpital public qui devient hospitalo-universitaire, donc un lien très étroit avec l'université, et où on crée le statut de professeur d'université praticien hospitalier, donc, et avec le statut de médecin salarié, ce qui jusque-là n'avait pas, malgré quelques exceptions dans l'histoire, vu le jour. Et ce n'est qu'en 1970, par une loi qui s'appelle la loi Bulin, qu'on crée le service public hospitalier. C'est-à-dire que dans la définition classique de la notion de service public, seul le service public hospitalier existe dans le champ de la santé. Les hôpitaux qui ont mandat en fonction de cette activité de service public hospitalier, ce sont bien sûr les hôpitaux publics, mais aussi les établissements de santé à but non lucratif. Et donc, le service public hospitalier devient le champ d'action privilégié de l'État et de l'administration publique. Donc en fait, je peux finir sur quelques éléments avant de passer la parole à... C'était vraiment, il faut comprendre, c'était pour vous montrer d'où vient cette notion de service public et dans le domaine de la santé, ce que ça a signifié. Mais je voudrais brièvement revenir sur quelques points de la remise en cause de ces différents aspects. C'est que le premier, on a assisté à une remise en cause du principe de gestion paritaire de la sécurité sociale, c'est-à-dire notamment avec l'instauration de la mise en place de ce qu'on appelle la contribution sociale généralisée. En 1980,
les principes fondateurs de la Convention médicale de 1971 ont été eux aussi remis en cause avec l'introduction de ce qu'on appelle un secteur 2, c'est-à-dire avec la possibilité des médecins de dépasser les honoraires de du tarif sécurité sociale. Puis, dans la foulée de la mise en place de la contribution sociale généralisée, c'est le fameux plan Juppé en 1995-96, qui va donner lieu à une révision de la Constitution, instaurant les lois annuelles de financement de la sécurité sociale, en même temps que l'État étend ses prérogatives administratives sur les territoires. Et en fait, il va y avoir une loi pivot. Donc vous voyez bien le changement constitutionnel qui s'opère, c'est-à-dire qu'en fait, la sécurité sociale telle qu'elle avait été conçue à ses origines ne relève plus du tout de la gestion des partenaires sociaux, mais progressivement revient au rôle de l'État. Il y a une loi pivot, et donc je voudrais finir là-dessus. C'est une fameuse loi qui avait été votée en 2009, qu'on appelle la loi hôpitaux, patients, territoires, avec la création, avec la création des agences régionales de santé, où en fait cela va signifier l'émergence d'un véritable pouvoir d'État dans les territoires de santé, sans leur donner tout de même à ces agences régionales de santé le moyen d'agir sur la médecine dite de ville. C'est aussi intéressant de voir qu'on a une médecine de ville et une médecine hospitalière, ce qui est intéressant, comme si l'hôpital ne faisait pas partie de la ville. Enfin, c'est un débat qu'on pourra avoir plus tard. Il y a eu aussi une remise en cause de la notion même de service public hospitalier, puisque cette loi de 2009 met en concurrence l'hôpital public et les hôpitaux à but non lucratif avec les établissements privés. Et c'est l'introduction, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, du nouveau management public. Donc c'est à ce moment-là que le nouveau management public entre en fait dans le service public hospitalier. Et j'aimerais conclure là-dessus, parce que l'idée, c'est ensuite, une fois avoir énuméré brièvement à coup de principes comment on est arrivé à créer, quelle est la nature des services publics hospitaliers et quelle est l'histoire, comment on peut les réinventer. Mais ça sera peut-être la deuxième partie de l'histoire. Mais je voudrais quand même signaler qu'à aucun moment, dans ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, on a entendu parler donc du citoyen et dans le champ de la santé, du premier concerné, donc ce fameux public qui est le malade, ou d'ailleurs l'ensemble des habitants de France qui sont les premiers concernés par la question du soin. Et en fait, il faut attendre 2001 avec la fameuse loi Kouchner qui donne naissance au droit des malades. Je ne sais pas si ça vous dit. Et donc cette fameuse loi Kouchner, en fait, est quand même le fruit d'une mobilisation très forte pendant la pandémie de sida, au début des années 80, où les patients et leurs proches vont fortement se mobiliser justement pour se faire entendre leur voix. C'est ce qui va donner notamment des assouplissements en matière de relations médecin-patient, où effectivement la position du médecin dans une position très paternaliste va progressivement s'assouplir, et ça va aussi donner naissance à ces fameuses lois, ces fameux droits des malades. Mais c'est quand même assez singulier de poser la question du droit des malades et le faire advenir, alors même que c'est pour moi l'exemple le plus fort, l'absence de démocratie dans les services publics et a fortiori dans le domaine du soin. En même temps, c'est ce qu'on a appelé la démocratie sanitaire, mais quand on regarde de très près, on se rend compte assez vite que le pouvoir délégué à ce public, à ces malades, entre guillemets, ou à ces citoyens, à ces malades potentiels, est absolument très minime, dans le sens où il y a certaines représentations dans différentes instances. Dans les hôpitaux, vous retrouvez des associations de malades dans les différentes instances hospitalières, dans les agences nationales de santé, mais à aucun moment, le citoyen, le public, n'a un pouvoir décisionnel sur les affaires qui le concernent, à savoir ici en matière de soins. Je voudrais finir là-dessus, et puis par la suite, bien évidemment, j'ai envie de vous donner quelques pistes pour penser tout ça différemment. Merci. Merci Fabienne. En fait, merci pour ce parcours historique qui montre comment, effectivement, la fragilisation du degré démocratique du financement, petit à petit, vient transformer l'organisation et bien vient transformer aussi la qualité du service public, comme tu l'as bien expliqué, mais cette qualité du service public, elle fait face à des besoins. Et donc, je vais passer la parole à Arnaud. Quelle est l'articulation entre justement ce service public et ce qu'on pourrait entendre des besoins sociaux ?
Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Arnaud, bon temps, Mireille ne l'a pas dit, mais dans la vie je suis fonctionnaire. Donc mon métier c'est de travailler pour le service public, en plus d'animer par ailleurs un collectif qui s'appelle Nos Services Publics, qui sont des agents publics qui nous sommes regroupés pour reprendre la parole sur le sens de nos missions de service public. Je vais répondre à cette question de besoin, mais peut-être cette image qui passe là derrière nous m'a fait pas mal réagir parce que le titre de ces séquences, c'est sur l'action publique, un nouveau besoin, et on représente l'action publique par cette corde qui est sur le point de craquer. Et c'est frappant comme on a souvent, quand on parle de l'action publique, ces images de prêt à casser, par ailleurs, qui résonnent assez bien probablement avec l'actualité, avec ce qu'on voit et ce qui se déroule notamment outre-Atlantique, où là, c'est pas une corde prête à craquer, mais c'est une hache qui tape violemment dans la corde, qu'on parle d'éducation, d'aide publique au développement, de droit à la santé, etc. Je voudrais essayer de revenir sur un travail qu'on a fait avec le collectif Nos Services Publics pour se poser la question que posait Mireille, c'est-à-dire, en fait, et celle que je pose là, pourquoi ça craque? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est à cette corde qui est un petit peu à bout, alors même, et c'est une forme de paradoxe, que en France, il y a aujourd'hui plus d'argent dans les services publics qu'il y a 10 ans. Il y a plus de fonctionnaires qu'il y a 20 ans. Et pourtant, c'est aujourd'hui, depuis le Covid, quelques années avant, qu'on dit que les services publics sont en difficulté, que l'hôpital va mal, que l'école, qu'on voit les non-remplacements à l'école. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe ? On a creusé ça avec notre collectif Nos Services Publics et on a travaillé ce sujet en prenant tout un tas de domaines dans lesquels s'exercent les services publics. La santé, dont parlait Fabienne à l'instant, l'éducation, les transports, la justice, la sécurité. Et on a pris tous ces domaines et on a fait leur historique dans les 50 dernières années pour se demander qu'est-ce qui avait évolué et pourquoi ça craque, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça craque. On a fait ce travail en partant d'un point de départ un petit peu différent que d'habitude, qui est la question des besoins de la population. On s'est demandé, ok, certes, il y a des services publics, mais souvent ils sont pensés justement en termes de moyens, plus d'argent, moins d'argent, il faudrait plus d'argent. Qu'est-ce que ça donne si on pense le service public en tant que réponse aux besoins de la population? Et est-ce qu'ils répondent plus, est-ce qu'ils répondent moins? Et surtout, comment évoluent les besoins de la population? Et comment évoluent les services publics en comparaison? Ce rapport, je ne l'ai pas amené d'ailleurs, mais il donne un bouquin de 500 pages à la fin. Je vais vous le résumer en un schéma, pour essayer de faire court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qui est celui que vous voyez à l'écran. C'est la synthèse de nos 500 pages et qui montre une courbe des besoins. Donc là, vous ne le voyez pas encore, mais c'est après. Vous voyez cette courbe des moyens des services publics en bas qui augmente. Comme je le disais, et au-dessus, une courbe des besoins de la population qui augmente, mais plus rapidement. Apparaît un écart croissant entre les besoins de la population et les moyens des services publics, dans lequel, en fait, on voit trois principaux phénomènes qui se nichent, et je vais essayer de vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail. Des inégalités croissantes, je pense que tout le monde comprend de quoi il s'agit, une rupture entre les services publics et leurs agents, d'une part, entre les services publics et la population, d'autre part, et puis, un mot un peu barbare, la désocialisation de la réponse aux besoins, sur lequel je vais revenir. Pour le dire en deux mots, c'est que quand on ne répond pas aux besoins par le service public, c'est des services privés qui prennent l'espace croissant qui se crée entre le service public et les besoins de la population. Qu'est-ce que ça veut dire quand je vous dis les besoins augmentent? Et qu'est-ce que ça veut dire les besoins de service public? Je vais prendre un exemple. Le premier exemple, sur la diapo d'après, c'est l'exemple de la santé. Absolument. Vous voyez sur ce graphique, la santé, on pourrait se demander, mais c'est compliqué, qu'est-ce que c'est que les besoins de santé d'une population? Les besoins de santé, on pourrait se dire, plus il y a de la population est importante, plus il y a de besoins de santé. Dans les 10 dernières années, la population a augmenté d'environ 5%. Première acception des besoins. Mais on pourrait se dire, oui, mais tout le monde n'a pas besoin de la santé dans les mêmes proportions. Et c'est plutôt les personnes les plus âgées qui consomment le plus de soins de santé et donc qui coûtent le plus cher au système de santé.
Les jeunes qui remplissent majoritairement cette salle vont moins souvent chez le médecin, ont moins d'affections chroniques, etc. La population de plus de 75 ans, dans les 10 dernières années, a augmenté non pas de 5, mais de 12%. Ok, ça fait réfléchir un peu différemment. Mais on pourrait se dire, oui, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des jeunes qui ont des soucis de santé et il faut peut-être prendre une population de malades. Il se trouve que les maladies qui se développent le plus dans les dernières années, c'est ce qu'on appelle les maladies chroniques. C'est pas une grippe, vous avez une fièvre, elle dure, dans le meilleur des cas, vous n'avez qu'une fièvre, elle dure une semaine et ensuite c'est fini. C'est une maladie aiguë, c'est très ponctuel et on en guérit. Les maladies chroniques, c'est des affections cardiaques, c'est un diabète, un cancer. Elles durent longtemps et voire à vie, on n'en guérit pas et on a besoin de soins, un petit peu de coordination toute sa vie. Ces maladies chroniques, qu'on appelle dans le jargon de la sécurité sociale les affections de longue durée, elles ont augmenté de 33% dans les 10 dernières années. Vous voyez, 5% de la population, 12% des plus de 75 ans, 34% pour l'ensemble des personnes atteintes de maladies chroniques. C'est une évolution énorme des besoins de la population en santé. Un deuxième exemple, beaucoup plus court, vous allez le comprendre assez vite, c'est celui qui est sur la diapo d'après, en termes d'éducation. Vous avez sur ce graphique la proportion de bacheliers dans une génération. Il y a 40 ans, il y avait 1 jeune sur 4 qui allait jusqu'au baccalauréat. Aujourd'hui, c'est 4 sur 5. C'est une évolution majeure des besoins de la population. C'est une évolution qui est permise grâce au service public, à l'école qui s'est développée. Il y a beaucoup plus de collèges qu'avant. On a massifié d'un tas d'égards l'éducation. Et c'est une évolution qui sollicite les services publics parce qu'on a besoin de plus de services publics pour permettre à ces jeunes d'aller plus loin. C'est une autre manière de considérer l'évolution des besoins de la population auxquels répondent ou doivent répondre les services publics. Face à ces évolutions, les moyens des services publics, eux, n'ont pas augmenté ou pas augmenté dans les mêmes proportions. Juste un graphique, vous voyez sur la diapo suivante, la diminution du nombre de la proportion des fonctionnaires dans la population. Les fonctionnaires représentaient, autour de 2005, un peu plus de 16% de la population active. C'est 5 millions d'agents néanmoins. Aujourd'hui, ils n'en représentent plus que 14,5%. En proportion, donc c'est-à-dire ils ont augmenté moins vite que la population active. Une autre manière de montrer ce décalage entre les besoins et les moyens, c'est la question de l'écologie. L'Institut I4CE a fait sur la diapo d'après des comparaisons pour savoir de combien d'investissements pour le climat on aurait besoin à horizon 2030 pour faire face aux objectifs de la France, ceux qu'elle s'est elle-même donnés en disant on va réduire nos émissions. C'est ce que vous voyez sur les courbes orange, c'est la stratégie de l'État, et ce que vous voyez en bleu, et donc ce que coûterait la stratégie de l'État, c'est le orange, ce qu'il y a en bleu, et donc il manque 25 milliards, c'est les fonds qui sont aujourd'hui mis dans les dépenses écologiques, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, des infrastructures de transport collectif, de la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Donc un écart important et croissant entre les besoins de la population et les moyens des services publics. Qu'est-ce que ça provoque ? Premier exemple qui vient après, c'est cette fameuse montée du privé. Nous, on appelle désocialisation de la réponse aux besoins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les services publics, c'est une réponse socialisée aux besoins de la population. On y répond ensemble, on met de l'argent par les impôts et la cotisation sociale, et ensemble, on répond à ces besoins avec l'école publique, avec l'hôpital public, etc. Vous voyez ici, c'est tout à fait d'actualité, on parle en ce moment de beaucoup d'écoles privées sous contrat et de contrôle de l'État sur ces écoles privées. Vous voyez ici la population de ces écoles privées et leur évolution par rapport aux écoles publiques dans les 20 dernières années. Il y a 20 ans, il y avait 29% d'enfants de parents très diplômés, c'est ce que vous voyez en violet foncé, dans les collèges privés sous contrat. Aujourd'hui, c'est 40% d'enfants de parents très diplômés. Dans le même temps, la population des écoles publiques, des collèges publics, vous voyez, est restée stable. C'est comme si tout le surcroît de personnes diplômées qu'on a vu dans la diapo juste avant avait été capté par le privé sous contrat en accroissant les écarts entre l'école privée et l'école publique. Et donc en germe une sorte de fracturation accrue de la société. Tout ça financé par de l'argent public très majoritairement, le public comme le privé à l'école. C'est une forme de désocialisation, de montée du privé,
en l'occurrence dans l'école. Une autre forme, c'est celle qui prend part dans les établissements de santé, donc les hôpitaux, les cliniques, etc. C'est différent, les hôpitaux n'ont pas le droit de sélectionner leurs élèves ou leurs patients, comme le font les écoles leurs élèves. Mais donc, plutôt que de sélectionner leurs patients, les cliniques privées à but lucratif, celles qui ont le droit de verser des dividendes sur les soins, sur les marges qu'elles récupèrent, ne sélectionnent pas les patients, mais sélectionnent les actes qu'ils font. On parlait beaucoup de l'augmentation des maladies chroniques tout à l'heure. Ce n'est pas ces maladies chroniques sur lesquelles ils se développent, c'est sur ce qu'on appelle, dans le jargon, la chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, c'est vous rentrez le matin, vous sortez le soir, vous n'avez pas passé la nuit, vous rentrez à la maison. Et au milieu, vous avez un acte de chirurgie. Ça peut être une chirurgie de la cataracte, une prothèse de hanche, parmi des actes qui sont souvent faits. C'est des actes très programmables. On prévoit les opérations plusieurs semaines à l'avance et assez rentables justement parce qu'ils sont assez programmables. Les cliniques privées commerciales à but lucratif réalisent 75% des actes de chirurgie ambulatoire alors qu'elles ne représentent que 25% de l'offre de santé totale. À l'inverse, les actes les plus lourds et les actes les plus urgents, les plus programmables et les moins rentables sont eux assurés par l'hôpital public. C'est le deuxième graphique que vous voyez en vert clair. Vous voyez que les hôpitaux publics récupèrent les 2/3 des prises en charge d'hospitalisation supérieures à un jour, et en fait c'est même beaucoup plus d'hospitalisation en médecine. En clair, quand vous avez un cancer, vous êtes vraiment très malade, vous allez souvent au centre hospitalier universitaire, au CHU, à l'hôpital public. Cette répartition des actes, c'est une autre manière de cette désocialisation de la réponse aux besoins. Bref, cette montée du privé qui prend des formes différentes, mais qu'on constate dans tous les secteurs. Je passe assez vite sur les autres caractéristiques, les autres conséquences de ce décalage entre les besoins de la population et les moyens des services publics. La suivante, c'est la montée des inégalités. Vous voyez ici les inégalités, vous avez en rouge les départements qui ont perdu des médecins par habitant dans les 10 dernières années. En bleu, les médecins qui en ont gagné. Si on pouvait faire un zoom sur l'Île-de-France, on le verrait assez facilement. En bleu, vous avez un petit point bleu très foncé au milieu, c'est Paris. Vous avez un petit point très rouge juste en haut à droite, c'est la Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas besoin de vous faire un gros dessin, je pense qu'on comprend bien ce que ça veut dire, l'accroissement des inégalités. Ce qui est assez intéressant, c'est que, et ce qui ne montre pas ce graphique, c'est que dans les départements en bleu, donc c'est-à-dire ceux qui ont gagné des médecins par habitant, il y en avait 10 qui déjà il y a 10 ans étaient au-dessus de la moyenne nationale. Dans les départements en rouge, qui ont perdu des médecins par habitant, il y en a 48 qui étaient déjà, il y a 10 ans, en dessous de la moyenne nationale et qui ont pourtant continué à perdre. Accroissement des inégalités. Dernier phénomène, c'est la rupture entre les services publics et la population et la rupture entre les services publics et leurs agents. Ici, vous voyez une courbe qui est assez inquiétante. C'est la diminution du nombre de candidats au concours des services publics. S'il y a un endroit par lequel les services publics sont en train de dépérir, c'est faute de fonctionnaires. Devenez fonctionnaire, c'est un super métier. Ici, vous voyez que depuis 30 ans, milieu des années 90, le nombre de candidats a été divisé par environ 4 au concours de la fonction publique. Ce qui est inquiétant, c'est certes le niveau auquel on arrive maintenant. Il n'y a pas assez de professeurs pour remplir tous les concours, par exemple dans l'Académie de Créteil. Mais c'est aussi que ça fait 30 ans qu'on constate cette courbe en diminution. Et donc on a en fait 30 ans à rattraper, et c'est probablement un des plus gros défis des services publics. J'en termine par là pour ne pas être trop long, mais juste pour vous dire une chose. Fabienne parlait beaucoup des définitions des services publics. Je trouve que tout ce travail sur pourquoi les services craquent, pourquoi la corde est limée au milieu, nous permet de penser différemment les services publics et de penser fortement le sens des services publics aujourd'hui. On pose souvent la question est-ce qu'il faut plus ou moins d'argent dans les services publics? En fait, c'est un petit peu différent. Ce que vous voyez, si on remonte presque tout début de la présentation avec ce petit graphique que je vous montrais avec les besoins et les moyens, c'est que les besoins de la population, encore avant, 2-3 slides avant, encore,
celle-ci, exactement, non, celle d'avant, voilà, exactement. Vous voyez que les besoins de la population, ils vont continuer à augmenter. Ne serait-ce que du fait de l'urgence climatique, on fait face à des besoins d'investissement très importants. Et donc la question que pose celle des services publics, c'est est-ce qu'on répond à ces besoins en commun, de manière socialisée, par les services publics et la sécurité sociale, ou est-ce que chacun se débrouille, le cas échéant, en recourant au secteur privé, si il ou elle en a les moyens? Voilà comment se pose aujourd'hui, il me semble, la question des services publics, la question de leur réinvention, par le sens des services publics, répondre en commun à des défis qui arrivent, étant entendu qu'aujourd'hui, on a presque choisi le plus inégalitaire des deux systèmes. On a choisi un système dans lequel on répond de plus en plus individuellement aux besoins auxquels on fait face, mais en plus, on finance cela par de l'argent public. Les cliniques privées sont financées par de l'argent public, les écoles privées sont financées par de l'argent public. On a pris les caractéristiques les plus inégalitaires des deux. Je m'arrête là, mais je pense que ça ouvre des pistes importantes. Je ne veux pas trop vous déprimer, mais pour la réinvention des services publics. Merci Arnaud. Alors, avant de passer la parole à la salle, on va faire encore un tout petit tour de table, justement, pour essayer d'élaborer, enfin en tout cas, de proposer un certain nombre de pistes, en fait. Si je reprends un petit peu votre critique à tous les deux, c'est dire, en fait, il y a une désocialisation des besoins, une baisse de la démocratisation ou du processus démocratique de la définition des services publics. Quelles sont les pistes qu'on peut envisager? Quelles sont les réflexions qu'on peut proposer à l'auditoire pour discuter? Fabienne, d'abord, peut-être. Oui, merci Mireille, et puis merci Arnaud. Alors moi, j'ai jamais dit qu'on voit une baisse de la démocratisation des services publics, j'ai dit qu'ils n'ont jamais été démocratiques. C'est pas pareil, sauf effectivement la parenthèse sécurité sociale, puisqu'on peut parler de parenthèse, on pourrait en débattre. Mais, donc, c'est ça que j'ai voulu amener. Mais effectivement, la question que vous posez, que pose Arnaud, c'est en commun, comment on réinvente les services publics. Déjà, pour commencer, justement, moi, pour les réinventer, comment on fait? Parce qu'il ne s'agit pas de proclamer en commun, mais la question est comment. Donc, la première des choses, c'est que comment on fait, nous, en tant que citoyens, à conquérir, puisque ce n'est même pas à reconquérir, les affaires qui nous concernent, les affaires de la cité. Puisque, rappelez-vous, part du principe que les affaires qui nous concernent, les fameuses res publica, on a été dépossédés de la manière dont on a envie qu'elles soient gérées et gouvernées. Donc, cette question, elle est au cœur. Comment on fait? Et moi, je pense que l'expérimentation citoyenne, la création de savoirs expérientiels, c'est-à-dire à partir des expériences que nous avons, nous tous, comment on réfléchit à partir de nos propres expériences et comment on en discute tous ensemble pour inventer un autre modèle de service public. Alors, c'est quoi l'expérimentation? Il y a plein d'exemples, peut-être que vous en avez en tête, mais moi, je peux vous en citer. Alors, je vous parlerai peut-être plus tard, si on a le temps, de cette fameuse enquête « Qu'est-ce que bien soigner ?» Bon, je vais vous en dire un mot peut-être. Alors, qu'on a lancé avec un collectif constitué de soignants d'horizons divers, de chercheurs d'horizons divers, d'habitants d'horizons divers, en posant cette question « Qu'est-ce que bien soigner ?» Mais justement, c'est une enquête qui est nationale, qui se répercute au fur et à mesure par effet boule de neige dans la France en créant des équipes locales, où tout le monde peut se saisir de cette enquête, va enquêter l'autre et en lui posant un certain nombre de questions pour, sur la base de nos expériences, définir ce que nous pensons, nous, de ce que pourrait être bien soigné aujourd'hui. Un autre exemple, c'est l'exemple de la sécurité sociale de l'alimentation. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un collectif qui s'est constitué, où il y a des exemples qui sont en train de se développer un peu partout en France, où des citoyens commencent à réfléchir et à mettre concrètement en place des caisses locales sur le modèle théorique de la sécurité sociale, en créant des caisses soi-même et en allant conventionner avec des agriculteurs, avec des magasins, que les citoyens eux-mêmes vont définir comme étant ceux qu'ils ont envie de manger. Et ce qui est intéressant derrière ce projet de sécurité sociale, c'est comment on redéfinit complètement, on casse en fait le modèle alimentaire basé, sur l'aide alimentaire pour les plus pauvres et sur le système agroalimentaire aujourd'hui je rebondis sur les chiffres de Arnaud, quant à l'explosion des maladies chroniques, je voudrais quand même rappeler que premièrement, c'est lié à l'augmentation des inégalités sociales en France et à la pauvreté qui va croissante, et deuxièmement, à l'alimentation
et aux questions écologiques. Donc de toute façon, vous voyez bien qu'il faut complètement repenser tout ça, et ce n'est pas d'une manière en haut qu'on peut repenser tout ça, mais c'est à partir du bas. Et moi, je trouve que cette expérience en matière de sécurité sociale de l'alimentation est vraiment très, très intéressante à plusieurs niveaux, parce que vous comprenez, c'est à la fois démocratiquement, on repense à comment collectivement on peut s'organiser concrètement sur la base d'expériences concrètes, et en même temps, on repense notre système alimentaire. Et moi, je pense qu'on repense effectivement à la question du soin. Et justement, en parlant de la question du soin, je voudrais rebondir sur un autre exemple, qui est que vous voyez là, je pense que la question du soin, ce n'est pas une... Aujourd'hui, le modèle dominant du soin, c'est une dimension curative. On traite de manière bilatérale avec un médecin une maladie à partir d'une prescription médicamenteuse et avec une relation très bilatérale. Comment on sort de cette définition du soin ? Je pense que sortir de cette définition du soin, elle est très politique dans le sens où elle nous concerne. C'est-à-dire qu'elle est politique dans le sens où comment effectivement on mange mieux, comment on peut casser les questions des inégalités. Et donc, il y a tout un... Je pense que cette notion-là peut être mise en lien avec un certain nombre d'expériences qui sont en train d'être menées par des collectifs de soignants, médecins, kinés, très pluridisciplinaires en fait, acteurs sociaux, qui sont la création de ce qu'on appelle des centres de santé communautaires, et Arnaud sait de quoi je parle, où en fait il s'agit de tous ensemble, enfin des collectifs de soins, on se réunit en collectif de soins, on repense la question du soin en donnant la parole effectivement, y compris au patient, qui devient pas uniquement une personne passive, mais qui contribue à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire que soigner. On casse en fait les codes de la relation bilatérale entre le pouvoir médical, qui est exclusivement aujourd'hui un pouvoir du médecin. Comment on repense, comment on peut distribuer ce pouvoir médical? La médecine, c'est pas uniquement un acte médical, c'est aussi bien plus que ça. Il y a eu déjà des réflexions qui ont été menées là-dessus. Et donc, ce sont des centres, ce qu'on appelle des centres de soins primaires, qui sont basés sur la prévention et qui pensent aussi à la question de l'alimentation et du rôle de la place de l'écologie dans notre manière de soigner. Et ça peut aller très loin, hein. Vous avez, c'est la plupart du temps, le salariat qui est mis en avant et non pas l'activité libérale, qui est, pour le coup, quand tu parlais de socialisme, mais on socialise aussi l'activité libérale en médecine, c'est-à-dire que les médecins libéraux sont les seules activités libérales qui sont socialisées via la sécurité sociale. C'est quand même très important comme principe. Et donc, du coup, qui permet aussi de concevoir, on peut imaginer d'autres manières de conventionner sur la question du soin avec les différents acteurs du soin. On peut réfléchir à la manière de se rémunérer, c'est ce que sont en train de faire ces collectifs, et un certain nombre de collectifs dans ces centres de santé communautaires sont la plupart du temps autogérés et définissent par exemple des salaires qui peuvent être complètement, beaucoup moins différenciés selon qu'on est médecin, infirmier, kiné. Donc moi je pense que vraiment, comment on repense les services publics, c'est comment on les repense sur une base démocratique et sur la base de l'expérience et de la création de savoirs expérientiels. Merci Fabienne. Peut-être Arnaud veut compléter. Ouais, je vais essayer. Pareil aussi, c'est un peu rapidement pour qu'on puisse laisser là. Merci. Je vais essayer d'être bref. Je pense qu'il y a, en tout cas, je vois 3 pistes pour essayer de travailler à la réinvention des services publics. La première, c'est d'arrêter de reculer. Par quoi se développe le plus la restriction des services publics? C'est par l'assèchement de leur financement. Le discours, c'est on paye trop d'impôts, ça coûte trop cher, et donc on va réduire les impôts. Il y a, d'après la Cour des comptes, 62 milliards d'euros d'impôts qui ont été, dont on a exonéré depuis 2017 les plus riches et les entreprises, essentiellement. C'est 62 milliards d'euros qui vont en moins dans les caisses de l'école publique, de l'hôpital public, des transports en commun, des services sociaux, etc. Premier point, et dans une période où on entend cette petite musique qui nous dit « Ah, on a besoin d'argent pour faire la guerre ou éviter la guerre, on va peut-être aller, mais on ne peut pas augmenter les impôts, on faudra peut-être aller le prendre dans la sécurité sociale et dans les services publics », on a une priorité, c'est de ne pas laisser les priorités s'opposer. Les priorités, bien sûr, il y a une nécessité de ne pas dépendre des États-Unis pour la défense du pays, mais il y a aussi une nécessité de répondre à l'urgence climatique qui ne s'est pas amenuisée dans les 2 derniers mois. Il y a une nécessité de continuer à investir dans l'éducation, dans la santé, dans la cohésion sociale, et ce serait dramatique de les opposer. Premier point. Deuxième point, l'a dit Fabienne à l'instant, se réapproprier le travail. Je crois que dans les collectifs, et je le dis en tant qu'agent des services publics, dans les administrations, dans les services publics,
on a trop souvent un manque de collectif de travail et un manque de lien avec les usagers. C'est intéressant de demander à un prof, il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves dans cette salle, quel est son collectif de travail. Ils vont vous dire, c'est un prof d'histoire géo, bon bah peut-être que j'échange avec des profs d'histoire géo, mais quand j'échange sur mon planning, j'échange plutôt avec des élèves de la même classe, et encore franchement je ne le fais pas beaucoup. On se voit quelques fois en conseil de classe, et en fait le collectif de travail dans une école est très dissolu. Chacun a des horaires différents, les salles des profs sont des endroits intermittents, et du coup, je pense que ça a des conséquences directes par ailleurs sur les élèves, c'est-à-dire que du coup, on se travaille beaucoup l'enseignement, plus que le bien-être des élèves, et thématique qui est de plus en plus importante, qui monte la question de la prise en charge ou de la lutte contre le harcèlement scolaire, pour pouvoir prendre en charge ou prévenir les questions de harcèlement, et ben, il va falloir que les profs ne se parlent plus qu'entre profs d'histoire géo, mais parlent aux surveillantes et aux surveillants, aux AESH, aux personnes qui travaillent à la cantine ou au self, et qu'ensemble, on puisse relever, discuter, échanger sur les signaux faibles. Par les collectifs de travail, on transforme la compréhension qu'on a, on n'est plus juste à enseigner à des élèves en l'occurrence, on peut essayer de prendre soin des jeunes. Troisième élément, c'est de redonner du pouvoir. Et je pense que c'est un élément fondamental et trop souvent oublié, la question de la démocratie dont parlait Fabienne tout à l'heure. Je crois que ça transforme les services publics. Et on a toujours été hyper imaginatif dans les services publics, en vrai, en termes de donner du pouvoir. En 1789, autour de la Révolution française, on a créé les jurys d'assises. C'est un truc de fou. On a tiré au sort des personnes dans la population et on leur a donné le pouvoir de juger des crimes les plus graves, y compris avec un droit de vie et de mort sur les personnes jugées. Heureusement, maintenant, il n'y a plus le droit de vie et de mort, et malheureusement, il y a de moins en moins de jurys d'assises. Mais on a été très imaginatif il y a très longtemps. La sécurité sociale était une autre invention, les collectivités territoriales ont été une autre invention, mais il faut aller beaucoup plus loin. Je suis convaincu, j'habite Saint-Denis, qu'au commissariat de police en bas de chez moi, si on donnait le pouvoir d'évaluer le commissaire à des gens qu'on tire au sort de l'ensemble des quartiers de Saint-Denis, on ne fait pas exactement la même politique de sécurité publique. Si donner du pouvoir aux gens, ça transforme les organisations publiques. Et je pense qu'on peut en inventer. Donc, c'est pas que le tirage au sort, en fait, il y en a plein de différentes. Il faut sur la régulation financière, pour réguler les banques, on ne va pas tirer au sort des gens dans la population, c'est trop compliqué. Par contre, je voudrais qu'il y ait des ONG, Oxfam, par exemple, en face de banques, la BNP, une caméra, et là, ça m'intéresse. Et on le fait discuter des décrets, et là, je crois qu'il y a une autre forme de démocratie qui se peut créer. Bref, on peut être extrêmement imaginatif, et c'est une vraie piste de réinvention des services publics que d'essayer, service public par service public, de trouver les manières de donner du pouvoir à des personnes qui aujourd'hui ne sont pas impliquées, mais qui pourtant pourraient avoir beaucoup de choses à dire pour transformer notre action commune. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole donc à la salle ou à ceux qui sont à distance. Oui, bonjour, Philippe Laville, j'anime le groupe de travail santé bioéthique de la Ligue des droits de l'homme et je voudrais donner 2-3 petites questions en regard de situation. D'abord, je partage complètement l'analyse qu'a pu faire Fabienne tout à l'heure, mais j'ajouterais que pour la loi dite Bachelot-Sarkozy, en fait, de 2009-2010, loi HPST, elle est complexe dans son contenu parce que c'est aussi la première fois que les mots service public n'apparaissent plus dans un texte. Hein, c'est pas à négliger. Et c'est aussi cette loi qui a permis que dans le secteur privé lucratif s'installent pour la première fois aussi, jusque-là ça n'existait pas, des services d'urgence hospitaliers. On pourrait se dire, les services d'urgence, c'est quelque chose dans lequel il ne peut pas y avoir de dépassement d'honoraires, parce que quand même une des grandes bases de ce qui se passe aujourd'hui en dehors du service public, et ça creuse les inégalités sociales, c'est le fait que le secteur privé lucratif, pour qu'il puisse rémunérer des actionnaires, verser des dividendes, eh ben, il fait payer plus cher les personnes qui y vont. Payer plus cher, ça veut dire aussi une sélection. Et or, jusqu'ici, outre ce qui a été dit très clairement par rapport au fait qu'il y a des spécialisations qui font que, effectivement, le secteur privé a choisi les domaines les plus lucratifs, ça a été très bien décrit tout à l'heure par Arnaud, mais il y a aussi
faire venir du public, pas forcément habituel, et les services d'urgence qui se sont développés de manière énorme, hein, quand on regarde la carte aujourd'hui de la France entière, partout où il y a eu des suppressions de services d'urgence dans le secteur public, parce qu'il y en a eu beaucoup, se sont créés des services d'urgence dans le secteur privé lucratif. Alors on pourrait se dire comment ça se fait, ils ne vont pas gagner d'argent là-dessus, sauf que du coup, ils ont une patientèle qui arrive, qui est contrainte. Parce que service d'urgence, on n'y reste pas forcément longtemps, mais on peut faire aller les patients ensuite dans des services où là, il y aura des dépassements d'honoraires. C'est quelque chose qu'on a un peu analysé à la CNCDH, hein, Commission nationale des droits de l'homme, consultative, hein, un peu parallèle de ce qui se passe ici au CESE. On a fait un avis sur les inégalités sociales de santé, dans lequel, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais peut-être qu'on réfléchisse un peu par rapport aux pistes qui sont avancées et envisagées. Il y en a une qui me semble relativement importante, qu'on n'a pas assez fouillée d'ailleurs, mais qui est le fait qu'en même temps, dans cette même loi, il y a des apparences de démocratisation potentielle, et de la même manière qu'il y a eu, rappelé tout à l'heure, la loi Kouchner, qui a permis un peu plus de droits des patients. Dans ces apparences, il y a notamment les plans régionaux de santé. Mais un des problèmes qui se posent, c'est qu'ils sont totalement pilotés par les ARS. Alors qu'il y aurait peut-être là une possibilité d'expression et il y a un gros enjeu démocratique par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur les possibilités que les citoyens prennent part à ce niveau, et auront été créées des structures nouvelles qui auraient pu être démocratiques, CRSA, santé, donc c'est des conventions régionales pour la santé et l'autonomie, sauf qu'on a quelques représentants dans ces CRSA, donc on sait de quoi ce qui s'y passe, on se rend compte que c'est complètement piloté en totalité par la direction de l'ARS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité pour les citoyens de faire des choses. Et c'est assez comparable avec la sécurité sociale. Si on veut faire avancer la gestion de la sécurité sociale, il faut aussi qu'il y ait réellement, il y a un très beau film, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, La Sociale, qui montre comment un directeur dit à quelqu'un qui a été à une époque plus actif en tant que salarié représentatif de son syndicat, il lui dit « Ah mais maintenant vous ne feriez pas comme ça ». Effectivement, moi personnellement, j'ai été à plusieurs reprises dans des réunions de CEPAM et je me suis rendu compte qu'on avait tout préparé, tout était préparé à l'avance, on nous faisait même voter parfois sur des textes qui étaient déjà en application, c'est-à-dire une caricature de démocratie. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Et comment faire, ma question, je termine là-dessus, comment faire pour que ça ne soit pas qu'au niveau local que des processus démocratiques, il y a eu quelques pistes très intéressantes qui ont été énoncées, mais qui restent un petit peu dans le local. Or, il faut quand même qu'on arrive à articuler l'ensemble. Comment faire en sorte que remontent, au lieu que ça soit descendant, les plans, les projets budgétaires, y compris concernant la santé, par exemple. Voilà, merci. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Peut-être, comme il ne nous reste pas énormément de temps, je propose qu'on prenne d'autres questions. Peut-être deux autres questions. Bonjour. Donc, il y a une délégation de la prise en charge des plus faibles au privé lucratif, comme Orpea ou les crèches, donc c'est les enquêtes de Victor Castanet, et de l'éducation, donc comme vous en avez parlé. Et est-ce que l'État a failli à protéger les plus faibles? Comment on peut empêcher ces dérives? Et est-ce que l'État et la société civile doivent reprendre le contrôle, et comment faire pour que finalement les services publics protègent et éduquent la société? Merci. Je crois qu'il y a une question là-haut. Après, peut-être, je passerai la parole d'abord à Arnaud, puis ensuite à Fabienne, pour essayer de répondre aux questions. Bonjour à tous, Séverine Serre, je suis l'auteur du concept de Fédération des juristes de France. Je suis moi-même juriste. Et donc, j'ai écouté attentivement votre table ronde. Merci pour cette présentation. J'ai plusieurs questions. D'abord, un constat, il existe aussi, et vous n'en avez peut-être pas suffisamment parlé, je pense, des associations d'usagers du service public dans différents domaines, et dans la santé, puisque vous avez parlé beaucoup de santé. Il y a des associations d'usagers du service public de la santé. Par contre, les patients, en matière de santé, ne sont pas informés de leur existence, pas suffisamment. Et donc, malheureusement, du coup, ils ne peuvent pas faire remonter leur expérience en réalité du service public de la santé. Donc ça, c'est le premier point. Comment pensez-vous qu'on pourrait améliorer cette question? D'autant plus que dans le milieu de la santé, il n'y a pas seulement les fonctionnaires traditionnels qui travaillent dans ce service public, il y a aussi des professionnels donc, chapeautés par une corporation.
Et effectivement, les patients ne sont pas non plus informés au sein des services publics de la façon dont ils peuvent faire remonter auprès de cette corporation leur expérience du service public de la santé que ces patients, sous forme libérale, délivrent à titre de service public. Donc ça, c'est le premier point. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça de votre point de vue? Et le deuxième point, qui est peut-être un peu plus en lien avec ce que je suis, puisque je suis juriste, il y a aussi, plus globalement, et malgré des structures telles que des structures constitutionnelles telles que le défenseur des droits, qui est là aussi pour assister les citoyens dans leur comment dirais-je leur vision de leur expérience du service public, il y a un problème au sein des services publics qui est le refus en réalité de cette remontée de l'expérience du citoyen de ces services. C'est-à-dire que, par exemple, la meilleure façon pour un citoyen de faire remonter son expérience, c'est quand même la réclamation, surtout quand il est mécontent. Donc pour améliorer le service public. Et donc c'est quand même, je veux le rappeler ici, puisque je suis juriste, donc c'est un petit peu mon rôle de le dire, constitutionnellement, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est prévu que la réclamation du citoyen, c'est quelque chose de central. C'est ce qui fait, en République française, en démocratie française, c'est ce qui fait que notre démocratie peut fonctionner correctement. C'est-à-dire que les réclamations des citoyens doivent être entendues par le service public, elles doivent être reçues, elles doivent être entendues, elles doivent être considérées. Et donc là, on a un gros problème, je trouve, moi, ça se dégrade, avec effectivement un problème de prise en compte de cette réclamation. Et je pense que ça pourrait être... je vous pose aussi la question si vous avez le même point de vue. Je pense que ça pourrait être un bon moyen de répondre à toutes les questions qui se posent en matière de service public. Merci beaucoup. Merci. Peut-être on va s'arrêter là, parce qu'on a déjà un peu de temps pour répondre. Je vais laisser d'abord soit Arnaud, soit comme vous voulez. Fabien en premier. Rapidement, évidemment, désolée. Oui, je vais répondre rapidement. Quant à la question de est-ce que l'État a failli? Oui, ça me semble évident. D'ailleurs, je ne me souviens pas, l'État a failli, l'État a organisé. Là où nous en sommes, c'est bien pire que ça. Ce n'est pas une défaillance de l'État, c'est l'État organisé. Ça me semble à peu près clair. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle se multiplient les procès contre l'État, notamment, je pense, au grand procès sur le climat, mais d'autres, beaucoup moins importants, ont suivi. Mais effectivement, il ne reste plus qu'aux citoyens que de faire des procès, et encore quand ils peuvent et quand ils s'organisent. Et vous voyez quand même que c'est un peu problématique d'être dans une situation où uniquement la justice, en termes et encore quand elle marche, on ne peut savoir que ce levier-là, face quand même à des situations bien compliquées. Et donc, moi, je suis intéressée par ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, d'ailleurs, dire que les services publics, c'est les fonctionnaires, j'aimerais quand même rappeler que beaucoup de services publics, l'ensemble des services publics, à part peut-être l'éducation, et encore même pas, n'est pas exclusivement du ressort des fonctionnaires. Et bien au contraire, c'est une des problématiques qu'il faudrait discuter. Mais moi, je trouve très intéressant ce que vous dites au sujet de la réclamation et comment faire pour faire remonter. Cette notion d'expérience, je la trouve très intéressante et c'est aussi pour ça qu'on a lancé cette enquête. Je n'ai pas le temps de vous en parler en détail, mais c'est comment on fait remonter notre expérience, mais au-delà de la faire remonter à titre individuel, on la fait remonter à titre collectif et comment notre expérience, on la partage avec tous et on crée justement un savoir collectif et expérientiel à partir duquel on puisse effectivement repenser ensemble, à la fois réclamer, mais plus que réclamer, faire remonter ensemble ce qu'on a envie de vivre. Mais effectivement, cette notion de réclamation, je la trouve essentielle et effectivement, comme vous dites, comme vous le signalez à juste titre, qui fait partie de la déclaration de l'homme et du citoyen. Effectivement, je pense que c'est quelque chose à penser en détail. Mais on n'a pas trop le temps là. Je passe la parole à Arnaud. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Pareil, je ne pourrais pas répondre à tout, mais votre question m'intéresse particulièrement. Est-ce que les services publics ont failli à prendre en charge les plus faibles? En fait, je pense qu'il faut reformuler la question, parce qu'on pourrait en effet répondre oui, mais si les services publics ne se donnent comme objectif que de prendre en charge les plus défavorisés, alors c'est le premier pas vers leur dépérissement.
Et je pense que c'est un point vraiment important. C'est exactement ce qu'on voit dans les graphiques que je vous montrais, par exemple, sur l'école. Si l'école devient une école d'enfants de parents, l'école publique devient une école d'enfants de parents non diplômés, alors elle se fracture de plus en plus de l'école privée et la société avec elle. Très rapidement, Arnaud. Il faut Pardon. qu'on conclue vraiment. Désolé. Mais je pense que, je dis juste un mot là-dessus supplémentaire et un deuxième sur une perspective. Quand les services publics deviennent des services publics pour les pauvres, ça devient des pauvres services publics. Ouais. Ils sont définancés assez massivement. C'est exactement le thème sur lequel, l'année dernière, avec le collectif Nos Services Publics et d'autres, on a lancé ce qu'on appelait un printemps des services publics et qu'on relance cette année sur la thématique de l'impôt. Et donc, en fait, que faire ? Moi, je vous propose cette activité-là. On va essayer, avec un grand nombre d'ONG, de syndicats, d'associations, de parler de services publics, d'en faire de la pédagogie, avec des petits autocollants qu'on peut coller à la sortie de la pharmacie. Merci. Ici, vous venez de ne pas payer vos médicaments prescrits grâce à vos cotisations sociales. Ou des tas d'autres actions, des petits films, des événements, des fêtes sur les services publics. On a besoin de réinventer, de montrer que ce n'est pas juste les services publics, une réminiscence poussiéreuse de la Troisième République, mais c'est un projet d'avenir. On en a parlé, de démocratie, de tenir ensemble la société. Et rien que de le dire en ces termes-là, un projet démocratique qui se développe en dehors du marché pour répondre en commun à des besoins de la population, Merci. Ça leur donne du souffle et je pense que c'est déjà important. Merci. Donc, du printemps de l'économie au printemps des services publics, je trouve que c'est une bonne conclusion. Merci à vous.